heureuse de vous retrouver encore une fois ce matin pour votre émission Autour du thé. Alors aujourd'hui, sur notre table de discussion, il sera question d'assurance, d'assuré et d'assureur. Les droits de l'assuré et le devoir de l'assureur, c'est ce dont nous essaierons de comprendre aujourd'hui dans cette émission. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Oumar Ndoye. Il est le président du comité des compagnies d'assurance du Mali. Bonjour M. Ndoye. Bonjour Madame Sissé. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, comme dit à l'entame de cette émission, aujourd'hui nous parlons donc d'assurance. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une assurance? Merci de la question. Donc, par assurance, il faut tout simplement comprendre une convention qui est passée entre, d'un côté, un assuré qui souhaite se prémunir contre les conséquences des dommages qui peuvent affecter soit sa personne, soit son patrimoine. Et de l'autre côté, l'assureur qui s'engage à réparer ces dommages-là au cas où ils se réalisent. Et y a-t-il plusieurs types d'assurance? Y a-t-il des différentes sortes d'assurance? Si oui, est-ce que vous pouvez nous les citer? Effectivement, il y a beaucoup de catégories d'assurance, mais il y a deux grandes catégories pour simplifier. Il y a d'abord, dans un premier temps, des assurances de personnes, donc qui protègent les personnes physiques contre les atteintes à leur intégrité physique. Prenons le cas d'un accident, prenons le cas de la maladie ou même du décès, ainsi que le fait de vivre longtemps. Donc ça, c'est en gros les événements qui sont assurés dans le cadre des assurances de personnes. Et la seconde catégorie d'assurance, c'est les assurances de dommages. Donc là, c'est beaucoup plus le patrimoine que l'on assure. Que l'on ait par exemple une maison d'habitation ou une usine, ou bien même des responsabilités à assurer, donc c'est cette catégorie. Donc en gros c'est ça les deux grandes, mais dans chacune de ces grandes catégories vous avez différents produits d'assurance. Si je prends les assurances vie, vous avez des assurances qui couvrent comme les risques le fait de vivre très longtemps, parce que quand on vit très longtemps il y a une perte de revenus, notamment quand on atteint l'âge de la retraite. Donc l'assurance peut vous procurer une retraite complémentaire qui va s'ajouter au régime de base qui est accordé par la sécurité sociale. Le décès aussi, notamment le décès prématuré d'un chef de famille, a des conséquences sur la famille. Donc vous avez des assurances décès. Donc en gros, ce sont ces deux catégories qui sont couvertes au niveau des assurances vie. Mais maintenant, dans les assurances dommages, qui sont les plus développées au Mali, vous avez une multitude de produits. Par exemple, l'incendie, le vol, les dégâts des eaux, nous sommes presque en hivernage pratiquement. Vous avez les assurances bris des machines, mais le cas emblématique, c'est bien entendu l'assurance automobile. Donc ces catégories-là, ça se retrouve au niveau des assurances dommages. Donc il y a toute une panoplie de produits d'assurance, mais qui sont méconnus du grand public. D'accord. Et justement, parlons d'assurance auto aujourd'hui. Quel est le prix moyen d'une assurance automobile? Alors, on ne peut pas parler de prix moyen d'une assurance automobile, en réalité, parce que les usages des véhicules ne sont pas les mêmes. Mais peut-être pour vous faire une idée, puisque on peut admettre que la plupart des consommateurs sont des utilisateurs des véhicules personnels, donc on peut retenir en moyenne une fourchette de 40 000 francs CFA à 50 000 francs CFA par an. Normalement, quand une personne vient dans une assurance pour prendre l'assurance automobile, est-ce qu'il établit un contrat entre les deux parties? Bien entendu, je crois que dans ma définition, je parlais de convention. Donc, qui dit convention dit effectivement un contrat. Je vais même insister pour que les assurés exigent même les contrats d'assurance, qui sont constitués de deux éléments fondamentaux. C'est les conditions générales et puis les conditions particulières. Donc il faut exiger ces documents-là à l'assureur. Ça a vraiment une importance très particulière. Alors c'est quoi un sinistre automobile? Bon, un sinistre automobile, si on doit parler du cas général de la responsabilité civile, c'est lorsque les véhicules que nous assurons sont impliqués dans un accident de la circulation routière. Que ce soit une collision avec un autre véhicule ou bien que ce soit le fait
pour les conducteurs de renverser un piéton. Donc en gros, c'est ça un sinistre automobile. Dans notre jargon technique, on parle de sinistre quand il y a réalisation du risque contre lequel on s'est assuré. Et parlant du sinistre, lorsqu'il y a sinistre ou accident ou collision, comme vous venez de le dire, cela prend combien de temps pour réparer le dommage? En tant qu'assurance, bien évidemment. Très bonne question. Le contrat d'assurance est régi par des clauses. Donc, c'est vrai que les gens ne prennent pas le temps de lire ce qui est dans ces clauses-là. Mais quand il y a un accident de la circulation routière, on ne peut pas parler de délai tant que l'assuré lui-même n'aura pas pris certaines dispositions, parmi lesquelles, fondamentalement, c'est la déclaration de sinistre. Parce qu'au moment où l'accident se produit, l'assureur n'est pas sur les lieux. Donc il faudrait que l'information soit portée à sa connaissance. Et cela, il y a un délai pour ce faire. Normalement, ce délai ne doit pas dépasser 5 jours. Et par la même occasion, le conducteur impliqué dans ce sinistre-là doit relater un peu les circonstances connues de lui, ou présumées, n'est-ce pas, de l'accident. Donc je crois que c'est l'étape première. Après quoi, il y a un second volet très important qui ne dépend même plus de l'assureur cette fois-ci. C'est les autorités, que ce soit la police ou la gendarmerie, qui doivent dresser un procès verbal d'accident, qui doit être transmis à l'assureur afin qu'il sache quelles sont les responsabilités, n'est-ce pas, dans cet accident. Notamment quand il y a des cas de collision, il faudrait que l'assureur sache dans l'accident quelle est la responsabilité des uns et des autres afin que sa garantie éventuelle soit mise en jeu. C'est partant de tout ça maintenant qu'une fois les responsabilités situées à travers les PV, qu'un devis de réparation va être dressé par le garage qui va être choisi par, en tout cas, le bénéficiaire du contrat d'assurance. Donc une fois que ce devis-là est agréé par l'assureur, en principe, à partir de cet accord-là, au maximum, l'assureur a 30 jours pour, en tout cas, procéder à l'indemnisation de ces sinistres-là, quand il s'agit d'un dommage matériel, bien entendu. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu du bonus-malus? Alors, le bonus-malus, c'est une clause qui tend, si vous voulez, à sanctionner les mauvais conducteurs qui vont causer des sinistres au cours de la période d'assurance, et à contrario, cette fois-ci, de récompenser les conducteurs qui ne seraient pas impliqués dans des sinistres responsables. Donc un conducteur qui est impliqué dans un sinistre au cours d'une année d'assurance, sa prime de renouvellement, c'est-à-dire la prime qu'il va payer l'année qui va suivre, sera majorée de 10%. Et c'est l'inverse pour le conducteur qui n'aura pas déclaré de sinistre responsable. C'est-à-dire qu'en ce moment, sa cotisation d'assurance va être réduite de 10%. D'accord. Et est-ce que cela aujourd'hui est valable dans toutes les assurances? Non, ce n'est pas valable dans toutes les assurances. Ça existe pratiquement que dans la branche automobile. Et je dois préciser que c'est même un arrêté qui réglemente cela. Ça s'impose à l'assureur. C'est l'État qui veut que ça se passe de cette manière-là. Mais autrement, dans les autres branches d'assurance, telles que je venais de le dire, l'incendie, dégâts des eaux, bris de glace, il n'y a pas ces genres de clauses. Et lorsque l'assureur ne respecte pas son engagement vis-à-vis de l'assureur, est-ce qu'il y a recours à la justice? Bien entendu. En réalité, quand un assuré est lésé dans ses droits, c'est vrai, le code des assurances privilégie, si vous voulez, la voie amiable, qu'on peut aussi appeler la transaction, c'est-à-dire sans qu'il y ait implication des tribunaux. Mais si aucun accord n'est trouvé à ce niveau-là, il est loisible en ce moment à l'assuré ou au bénéficiaire du contrat d'assurance vraiment de saisir les tribunaux pour que le litige trouve en tout cas un dénouement. Mais je vais dire que ça, c'est pratiquement le dernier recours. Sinon, c'est la voie amiable qui est vraiment privilégiée. Parce qu'une procédure judiciaire, ça peut prendre beaucoup de temps. Non seulement ça prend du temps, mais ça peut être coûteux. Mais ce que je veux dire, c'est que
à l'heure où nous vous parlons, un assureur n'a pas intérêt, je veux dire, non seulement commercialement, mais aussi judiciairement, à être en retard dans l'indemnisation de ses assurés. Parce que si ce retard-là est prouvé, s'il est prouvé que l'assuré ou le bénéficiaire du contrat d'assurance ayant fourni toutes les pièces, que l'assuré a sans raison valable traîné, alors il y a des pénalités qui seront amenées à payer, sans oublier les conséquences sur le plan commercial, parce qu'un client mécontent, c'est plusieurs autres. Parce que dans un pays comme le Mali, de bouche à oreille, ça a des conséquences sur le plan commercial. On entend beaucoup parler d'assurance tout risque, police d'assurance. Est-ce que ceux-ci font partie de l'assurance auto? Bien entendu. L'assurance auto, en réalité, c'est une garantie particulière qui est connue au Mali, c'est la responsabilité civile. Donc l'État l'a rendue obligatoire pour en réalité protéger les usagers de la route. Mais que chacun comprenne que à travers cette assurance, le véhicule assuré, entre guillemets, n'est pas pris en charge. Même le conducteur n'est pas pris en charge. Parce qu'un conducteur fautif n'est pas tiers vis-à-vis de lui-même. Donc pour combler ce vide-là, laissé par l'assurance au tiers, l'assurance des responsabilités civiles, en ce moment, l'assureur peut prendre des garanties facultatives, parmi lesquelles cette assurance qu'on appelle généralement tout risque, que nous comprenons comme une assurance du dommage au véhicule. Ça veut dire quoi? Qu'une fois qu'il y a un dommage occasionné au véhicule, l'assureur ne doit même plus chercher à savoir est-ce que le conducteur avait tort ou raison. Il doit réparer le véhicule de son assuré. Et s'il a causé peut-être dommage à autrui, réparer cet autre véhicule au titre de la responsabilité civile. Mais avec la garantie tout risque, l'assureur répare automatiquement le véhicule de son assuré. Donc vous voyez que ça a un avantage, mais tout simplement dans notre pays, rares sont les assurés qui prennent ce genre de garantie parce qu'apparemment ça leur coûte cher. Donc c'est généralement les entreprises ou des détenteurs de véhicules de luxe ou des véhicules neufs qui prennent ce genre de garanties. C'est des garanties qui existent mais que les gens ne prennent pas. Et cela est pareil avec la police d'assurance également? La police d'assurance, c'est une autre appellation du contrat d'assurance. C'est une autre façon d'appeler le contrat d'assurance. Donc police, c'est un document contractuel qui comprend encore une fois deux éléments, c'est-à-dire les conditions générales et les conditions particulières. Donc les conditions générales étant les mêmes pour tous les contrats d'assurance de la même branche. Par contre, les conditions particulières, ça renseigne, si vous voulez, sur le véhicule même qu'on assure. Ça donne les informations relatives au véhicule, notamment les noms, prénoms du conducteur, l'immatriculation du véhicule, la puissance du véhicule, etc. Donc la date de prise d'effet du contrat et la date d'échéance du contrat. Donc c'est vraiment adapté en tout cas au cas d'un conducteur particulier. Donc ce sont ces deux éléments-là qui constituent la police d'assurance qu'on appelle également le contrat d'assurance. D'accord. Alors vous êtes le président du comité des compagnies d'assurance du Mali aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se traduisent vos actions aujourd'hui sur le terrain? Alors, les actions du comité des compagnies d'assurance du Mali, c'est notamment la promotion du secteur des assurances au Mali. Comme chacun doit le savoir, l'assurance n'est pas si développée que ça au Mali. Donc, l'un des principaux défis, c'est vraiment cette promotion-là qui se fait essentiellement à travers la sensibilisation de nos assurés. C'est aussi à travers l'amélioration de nos prestations, parce que tout tourne autour du règlement des sinistres. Donc nous mettons dorénavant l'accent sur, en tout cas, l'indemnisation rapide de nos assurés pour rehausser l'image des assureurs sur le marché. Donc nous avons aussi d'autres actions au niveau en direction de l'État notamment, parce que il y a beaucoup d'entraves au développement de l'assurance. La fiscalité y est pour beaucoup. La pression fiscale est particulièrement importante au Mali.
Donc imaginez que pour l'assurance de l'automobile qui a un caractère social, l'État prélève une taxe de 20%. Et quand on fait la comparaison avec les autres pays de la sous-région, la pression fiscale, la pression au niveau des taxes est encore plus faible. L'assurance maladie aussi, qui est un produit à caractère social, la taxe d'assurance fait 20%, donc c'est vraiment très lourd et ce n'est pas de nature vraiment à permettre la vulgarisation de nos produits d'assurance. Donc nous faisons aussi beaucoup d'actions de sensibilisation au niveau de la justice, parce que comme vous l'avez dit, quand au niveau de l'indemnisation, la phase amiable ne prospère pas, c'est les tribunaux qui sont chargés de rendre des décisions. Donc à ce niveau aussi, il faudrait que les magistrats de ce pays soient vraiment formés à la chose assurantielle. Donc nous organisons beaucoup de séminaires à leur intention. Il en est de même aussi avec la police nationale avec laquelle nous avons un partenariat. Il en est de même pour les avocats aussi qui sont formés pour mieux défendre en tout cas les victimes des accidents de la circulation routière. Donc il y a vraiment toute une panoplie d'actions, mais je pense que les principales c'est cela. Alors beaucoup de Maliens aujourd'hui prennent l'assurance automobile parce qu'elle est obligatoire, mais cependant beaucoup ignorent le rôle de l'assurance dans leur vie entre guillemets d'automobiliste. Et comment expliquez-vous cela en tant que président des compagnies d'assurance maliennes aujourd'hui? Vous savez, c'est quand même dommage qu'on ne se rende pas compte de l'utilité de l'assurance. Voyez-vous, il y a un adage qui dit une ville comme New York ne se serait jamais construite sans en tout cas l'apport des assureurs. C'est parce que l'ouvrier sait qu'en allant à 100 mètres, 200 mètres au-dessus du sol, et que quand il meurt, qu'il y a un assureur derrière pour prendre en charge sa famille. Donc c'est ça le rôle de l'assurance. Une usine qui participe au développement économique d'un pays, quand elle brûle sans assurance, vous imaginez les conséquences un peu? Ça veut dire que c'est l'économie du pays qui prend du retard, sans compter des familles qui vont rester, on va dire, sans gagne-pain, parce que c'est des salariés qui vont perdre leur boulot. C'est à travers l'assurance que cette entreprise-là, son patrimoine va être reconstitué. C'est ça l'intérêt de l'assurance. S'il n'y a pas d'assurance, des entreprises peuvent aller en faillite, et même des ménages en faillite. Imaginez, vous prenez des dizaines d'années pour construire une maison, et un incendie emporte cette maison, comme c'est le cas au Mali. Pratiquement aucune maison n'est assurée. Ça veut dire que c'est des années durant les économies que vous avez eu à faire qui partent en fumée. Alors que si vous êtes assuré, à travers une prime qui ne va peut-être pas dépasser 100 000 francs, 150 000 francs par an, l'assureur va reconstituer votre maison à coût de dizaines de millions. Donc c'est vraiment ça l'utilité de l'assurance. Et c'est dommage que les gens le prennent uniquement par rapport aux accidents de la circulation routière, où cette fois-ci c'est une assurance qui est rendue obligatoire par la loi elle-même. Pour moi, on n'a pas besoin de rendre l'assurance obligatoire. L'assurance, ça permet en tout cas de protéger les patrimoines des personnes physiques ou des personnes morales. Et même imaginez, je l'avais dit tantôt, quand on va à la retraite, la pension seule ne suffit pas forcément. Donc pendant qu'on est actif, on peut programmer sa retraite et puis payer des primes d'assurance. Et à l'âge de la retraite, en ce moment, votre assureur vie va vous permettre en tout cas d'avoir des revenus décents. C'est tout ça l'avantage de l'assurance. On ne peut jamais en tout cas énumérer les avantages de l'assurance. Pour moi, ça me semble évident. Et j'invite vraiment les gens à accorder plus d'importance aux produits d'assurance. Et vous ne trouvez pas également que les assurances sont un peu fautives par rapport à cet état de fait-là, quand les gens ignorent ce que c'est que le rôle de leur assurance, alors que les assureurs d'un côté ne font pas assez de sensibilisation et ne communiquent pas assez pour informer ces personnes-là sur le rôle de leur assurance? Non, j'en conviens avec vous que la communication au niveau du secteur des assurances ne se fait pas à hauteur de souhait. Pourquoi? Bon, c'est
On se remet en cause, c'est peut-être des problèmes de moyens, mais encore une fois, nous faisons une communication de proximité vis-à-vis, en tout cas, des assurés qui viennent à nous. Et quand c'est eux-mêmes qui viennent, souvent on se donne le temps d'expliquer un peu le fonctionnement des produits d'assurance et puis les avantages vraiment qu'ils peuvent tirer des produits d'assurance. Je pense que d'une manière générale, la mentalité des assureurs au Mali est en train de changer positivement pour aller vraiment dans le sens du professionnalisme. Je l'avais dit, les assureurs ont pris conscience de plus en plus que pour que le secteur aille de l'avant, il faudrait déjà que les sinistres soient payés. Et nous sommes en train de mettre l'accent sur les paiements des sinistres et sur, en tout cas, les politiques de fidélisation de nos assurés. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de nos assurés reçoivent, avant l'échéance de leur contrat d'assurance, des SMS de relance. Donc c'est pour vous dire que nous sommes de plus en plus dans un environnement concurrentiel et que la satisfaction des besoins de la clientèle, là, c'est au cœur maintenant de notre métier. Alors j'aurais deux petites questions juste avant de terminer cette émission. L'assurance automobile, elle concerne tous les véhicules, y compris ceux étatiques? Bien entendu, tout véhicule terrestre à moteur, et je dois même dire au passage que même les engins à 2 roues sont considérés, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Donc ça concerne les véhicules qui appartiennent aux personnes physiques et morales. Vous venez de parler du cas de l'État. L'État également, mais l'État est un cas à part. En tant que tel, l'État ne s'assure pas parce que l'État est aussi le premier assureur quelque part. Nous, personnes physiques et morales, on s'assure parce qu'on n'a pas la garantie que quand un accident se produit, on a la capacité financière d'y faire face. Donc c'est pour ça qu'il nous est fait obligation de nous assurer. Mais l'État, on n'a pas besoin, en tout cas, d'imposer cela à l'État parce que l'État est toujours solvable, à travers notamment le trésor public. Donc quand un véhicule de l'État cause préjudice à autrui dans la circulation, il ne faut pas s'attendre à ce que l'État soit assuré par une compagnie privée. Non, l'État même est son propre assureur et ces victimes-là sont indemnisées par les services de l'État. Il y a une division nationale des assurances au niveau du Trésor qui s'occupe de ces cas-là. Donc, ça sort du champ de l'assurance privée. Pour nous autres assurés qui cotisons durant toute une année, par exemple, lorsqu'il n'y a pas de sinistre, il n'y a pas d'accident, il n'y a aucun dommage, l'assurance rembourse-t-elle à l'assuré? Bon, on venait de parler de la clause bonus-malus, qui est déjà une façon, en tout cas, de restituer une partie de la prime payée par le conducteur qui n'aura pas déclaré de sinistre. Pourquoi ne pas restituer l'intégralité? Bon, c'est dû en réalité au mode de fonctionnement de l'assurance même. Parce que l'assurance, en tout cas les assurances dommages, fonctionnent sur le principe technique de la mutualisation des risques. Ça veut dire quoi concrètement? Que l'assurance est une solidarité. C'est du fait que certains, sinon la majorité même des assurés ne font pas de sinistres, que l'assureur peut dégager des surplus et indemniser les sinistres qui vont être déclarés par la minorité vraiment qui va être frappée par le malheur. Donc c'est comme si la maison du voisin brûle, tout le monde dans le village apporte un seau d'eau pour éteindre. Donc c'est le grand nombre pour indemniser le petit nombre. Donc imaginez que si l'assureur accordait à tout ceci des réductions de primes, il ne serait pas en mesure d'indemniser les sinistres. Donc ça va créer un déséquilibre technique. Les sinistres seront plus importants que les primes qu'il aura collectées. Donc ça va nuire vraiment à l'indemnisation des personnes qui seront sinistrées. C'est juste ça. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Omar Ndoye. Je rappelle que vous êtes le président du comité des compagnies d'assurance. C'est donc ici que prend fin cette émission. Merci à vous d'avoir été des nôtres et merci de votre fidélité. Continuez à nous suivre. Les meilleurs programmes sont sur la 9 TV. À bientôt.